La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui finit sa saison bien cuite. Okay. Oui, voilà, mais bon. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée depuis bientôt trop longtemps et qui finit cette saison avec un épisode assez exceptionnel, car pour cet épisode exceptionnel, nous avons des gens pour nous accompagner qui sont exceptionnels. Mais avant de les citer, parce que je veux garder le suspense, parce que vous ne savez pas exactement qui nous accompagne, je vais vous parler un peu des BD dont nous allons traiter, parce que franchement, c'est exceptionnel. Nous allons parler de Karnok le pirate, mais pas d'un seul Karnok le pirate, de deux Karnok le pirate, parce que nous, on ne fait pas les choses à moitié. Parce que c'est exceptionnel. Avec une invitée dans la demeure, et ce n'est pas une BD de demeuré, on continue avec les préférences système, car il y a toujours des bugs dans le système. Daredevil et l'enfer glacé, car les glaces, on en a vraiment besoin en ce moment. Et la longue marche de Lucky Luke qui, elle aussi, reste au niveau du froid, parce que c'est important de rester dans une ambiance fraîche, surtout en cette saison de canicule. C'était une intro complètement bidon, mais c'est pas grave. Et on aura un œil sur... Oui, là, je cherche mes mots. Je parle trop vite et je mange mes mots au bout d'un moment. Un œil sur une valse pour les grotesques, parce que Thio maîtrise le sujet. Le tacle gratuit sorti de nulle part. Alors, tacle gratuit. J'avoue. Alors, c'était la valse que je maîtrise ou c'est le grotesque? Ah, c'est une grande question. Dans un cas comme dans l'autre, t'as mangé. Ouais. Non, mais la valse, la classe. Un pélican. Un pélican. Thio, je t'en prie. Est-ce que tu es ravi d'être avec nous pour cette dernière émission de la saison? Est-ce que tu es prêt à avoir jusqu'à présent un bon moyen. été? Jusque-là, j'étais motivé. Après, là, je t'avoue, je me dis peut-être que je vais me coucher quand même. Est-ce que tu es prêt à passer un bon été et à revoir tous ces gens-là qui nous écoutent en septembre? Toutes ces gens. Ouais. Il a un problème d'accord. C'est la dernière émission. Il a un problème Vas-y. d'accord. Ah, il est bien cuit. Elle est bien cuite l'émission. Bon, Il a fait à l'envers. Jérémy qui est toujours avec nous depuis Je suis là. la dernière émission. Et c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau pour encore tenter de, alors que c'était un échec la dernière fois, de rameuter le coup de cœur. Oui. J'espère que tu vas y arriver. J'en suis sûr. J'ai toute confiance en toi. Voilà, bon, c'est le challenge. Tizak. Yes, it's me. Ouais, voilà, Tizak, toi, ton challenge, c'est quoi? C'est de ne pas faire de chansons. C'est compliqué ça. Ouais, je sais. Putain, C'est ton c'est pas challenge. facile ça. Je crois que j'ai déjà fait un truc sur Lucky Luke. Et on va lui Je crois que j'ai lancer- déjà perdu le truc avant de l'avoir commencé. C'est ça. On va lui lancer des perches tout du long pour qu'il essaye de résister à faire une chanson. Et Guillaume, salut Guillaume. Salut tout. Voilà. Et toi, ton but, c'est qu'on achète toutes les BD dont on parle ce soir. Oui. À la BDRI, la meilleure vente des librairies. Évidemment. Voilà. Ce qui est une évidence. Et je crois qu'on peut tout de suite démarrer dans le vif du sujet et dans le vif des sujets avec Karnok le pirate. Ne vous y trompez pas, sorti. c'est lui qui fait les lancements de jingle. Chez Oxymore, avec Riff Rebs au scénario et dessin à la couleur d'après Eugène Sou, mais qui est aussi sorti chez Glénat avec Frédéric Brémaux au scénario, Alessandro Corbettini au dessin et toujours Eugène Sou sur l'histoire d'origine. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On a deux adaptations, c'est un truc de malade. Vas-y, c'est parti. Ladies and gentlemen, bienvenue sur le ring de la bande dessinée pour un choc des titans, dans le coin gauche, avec ses 300 pages d'histoire littéraire, qui abordent justement des couleurs, les éditions Glénat, le duo Brémaux-Corbettini, leur arme secrète bien sûr, et un classicisme implacable, un beau lavis noir et blanc, un respect absolu des textes d'origine. Dans le coin droit, qui arbore justement la bannière sombre des éditions Oxymore, le champion incontesté des ambrés et des crachats graphiques, Riff Rebs, son style, un crochet qui va pas vous laisser debout. Leur cible commune, bien évidemment, c'est Karnok le pirate, le chef-d'œuvre féroce de Eugène Sou. J'ai changé au fur et à mesure. C'est entre le sud-ouest, le pied noir, le marseillais, tu sais pas trop. On n'a jamais été bon sur les accents. Mais en même temps, je le fais comme j'ai envie. Hein, Ouais. voilà. Et donc, on Comme était... tu l'aimes. Et surtout, c'est que là, maintenant, je sais plus où j'en étais de l'accent. Et là, je vais me perdre. Là, c'est On est à Carcassonne. Donc, Les petits gratons. Tu veux les gratons? Eh ben, ouais, mais là, du coup, j'ai plus. Du J'ai perdu la graphing. verbe. Du Mais si, vas-y, garde-le, retrouve-le. Pense le sud-ouest, pense le R qui roule.
Donc, du coup, j'étais sur le chef-d'œuvre de Kernok, le pirate de Gensu, qui est publié en 1830, un roman noir avec de la piraterie. Et forcément, je pense que ça va être un beau match, un beau combat. Ça va aller au carton, quoi. Alors, les deux différences, parce que du coup, on va chroniquer 2 livres différemment. Moi j'en ai une. Alors, le traitement d'abord scénaristique. D'un côté, c'est fidèle, c'est littéraire. On est chez Glénat, Brémaux et Corbettini. C'est pas mal écrit, on utilise pas mal la voix. On est vraiment dans le texte. Voilà. Non, mais en même temps, tu vois, du coup, si tu rechanges chaque fois de bouquin, tu vas changer toutes les 2 secondes. Ouais, c'est ça. Elle va s'éclater, vas-y. Ouais, tu vas te régaler. Et maintenant, on est chez Oxymore. Change de livre. C'est l'autre. Pour ceux qui sont en live, voilà, c'est du sport. Changement de cap, parce que là, Riff Raps, justement, c'est un grand habitué des récits de mer qui va choisir plutôt l'efficacité, l'immersion, et on va avoir une narration qui va être, je trouve, plus organique, qui a plus de pêche, avec un rythme qui est plus soutenu, un accent qui est vraiment mis un peu sur le côté psychologique, voilà, de la hantise de la prophétie, des peurs, de tout ce que l'ancien capitaine va te développer comme truc. Je trouve que Riff Raps, moi, ça me touche plus au niveau des tripes quand même. Le style de Corbettini au niveau du dessin, ça va être de la finesse, ça va être un lavis en noir et blanc. C'est précis, c'est chirurgical, c'est joli. Il y a de la texture, c'est une piraterie élégante. Voilà, c'est un peu le KPDP à l'ancienne. On a perdu notre fantôme. Vas-y, rechange. Et maintenant, si on prend sur le Riff Raps, on est plutôt sur une gueule, quoi. Le Kernok, il est terrifiant, il fait peur, il a du charisme. C'est un trait qui est vraiment dynamique, Riff Raps, qui est vraiment... Il y a beaucoup d'énergie, en fait, dans tous les dessins qu'il te donne. Ça te donne vraiment une vraie pêche. Et cette espèce de mise en couleur qui est un peu monochromatique, en fait. On a des pages entières où on va avoir juste des degrés de gris ou des degrés de vert. Enfin, là, c'est chiasseux, je sais pas ce que ça peut être comme couleur, mais... voilà, ça c'est un bleu, mais et franchement, C'est bien. Putain, tu maîtrises tes couleurs. Ouais, T'as fait maternelle, toi. et bien j'ai fait 3 ans de moyenne section de maternelle, effectivement. Donc si vous aimez donc les belles fresques littéraires, moi je dirais jetez-vous sur le Glénat, et si vous aimez vraiment la claque graphique moderne, vous jetez plus sur le Riff Raps parce qu'il n'existe plus. Ah, il n'existe plus. Voilà. Mais sinon, moi je me suis régalé avec ces 2 histoires qui m'ont fait rêver, en tout cas. Je voudrais revenir un peu sur l'histoire du Oxymore qui n'existe plus. Guillaume, tu as un peu l'historique, parce que c'est toi notre libraire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il n'existe plus? Non, juste des... Qu'est-ce que je pourrais dire sans rentrer trop dans le détail là, c'est un peu Sans malheureux, défoncer la gueule des gens. Voilà, c'est un départ mal contrôlé, dirons-nous. Alors, à l'origine, la collection Noctambule était aux éditions Soleil. Donc le départ de Soleil n'a pas forcément été bien géré, ce qui fait que quand ils sont arrivés chez Oxymore, ça n'a pas plu à Soleil. Donc la justice vient de statuer sur le fait que ça n'avait rien à faire chez Oxymore. Donc tous les bouquins d'Oxymore de la collection Noctambule, enfin qui étaient chez Soleil avant, ont été arrêtés. On nous a demandé de les renvoyer. Donc ça, c'est une réédition, en fait, à la base. Celui-là, oui, c'est une réédition. À la base, c'était sorti toujours dans la collection Noctambule chez Soleil. Et donc, celui-ci qui était passé chez Oxymore a été arrêté. On n'a plus le droit. Il a été retiré de la vente. Et je vois mal les éditions Soleil passer à côté de ce titre. À mon avis, il finira par être réimprimé. D'accord. Donc, une histoire un peu compliquée de droit et compagnie. Toi, tu as lu les deux. Il y a 2 genres très différents. Il y a ce que disait Thio, très littéraire, très proche du texte, et un qui va un peu plus... Les deux dans restent l'écrit. quand même assez proches du texte et sont très fidèles à la version originale. C'est vraiment le traitement comment est-ce que l'auteur a envie d'embarquer le lecteur. C'est vraiment cette approche-là que je trouve très différente. C'est très classique sur le Brémaux, à mon sens. Je ne vais pas dire plus plat, mais plus tranquille. Alors qu'effectivement, Riff Raps, comme à son habitude, il y a de la tronche, il y a de la trogne,
et dans sa façon de présenter les choses, il vient coller 2-3 uppercuts pour embarquer. Ouais, ne serait-ce que sur Voilà. la gueule de Kernock. Kernock, D'un côté, c'est le beau gosse chez Brémo, et de l'autre côté, c'est côté beauté c'est un- romantique. c'est ça, alors que de l'autre côté, ça reste un connard, hein, il a mais un gros romantique. menton en galoche, il a une tronche à faire peur, quoi. Donc voilà, c'est deux approches qui sont vraiment différentes dans la façon d'embarquer le lecteur, à mon sens, plus que de réelles différences sur le fond de l'histoire. Voilà, c'est deux sensibilités différentes. Et je pensais être plus déçu par le Brémo, et je pensais peut-être être plus surpris par le Riffraebs. Mais, je vais dire quand même un mais, j'ai lu le Riffraebs après. Donc j'avais moins de découvertes de tout ça. Voilà. L'histoire. Donc c'est pour ça que moi, quand même, mon cœur penche quand même plus vers le Riffraebs. Mais le Brémo a aussi ses qualités, a aussi ses arguments à défendre. Jérémy, Alors, c'est compliqué là, on te lance tout de suite sur des défis de malade. moi, j'ai bien aimé le. Le Brémo Non, pas du tout. Le Riffraebs. Si, j'ai aimé les deux. Moi, ce qui Annie m'a Cordy. beaucoup plu, c'est de lire d'avoir sur une même histoire deux versions de l'histoire, en fait, deux relectures par des auteurs d'une même histoire. Ça m'a beaucoup plu en réalité. Je saurais pas dire lequel est mon préféré parce qu'ils sont quand même. Et c'est ça qui est le plus marrant, c'est qu'en fait sur une histoire qui est la même histoire, en fait, on a deux approches, deux interprétations, deux points de vue qui sont différentes. On va suivre le même fil d'une même histoire, mais avec une approche différente. Donc, non, moi, j'ai bien aimé les deux, et si je devais donner un conseil, je dirais que ça vaut le coup de lire les deux, en fait, pour aller un peu au bout de l'histoire et au bout de ce personnage que moi, je connaissais pas. Alors, moi, j'ai une question pour vous, parce que vous êtes mieux informés que moi. Est-ce qu'il y a une concordance de publication de ces deux bouquins? C'est-à-dire qu'ils ont été publiés en même temps ou non? Il y en a un qui est bien souviens plus pas. ancien. Je sais pas si ce serait une histoire peut-être de libération des droits, c'est possible, sur ce Je genre sais de pas, vieux parce que bouquins. Ouais. si tu regardes l'édition originale Soleil de Riffraebs, elle date quand même. Hein. Ouais. Elle date Donc vraiment. c'est peut-être la réédition qui est un peu concomitante à celle de Glénat. Quoi. Et celle de Glénat, je me souviens pas du tout quand est-ce qu'elle est sortie. Non, Il y a 6 mois, 6-7 Ouais, ça. mois. Celui de Riffraebs date d'avant. Ok. Parce que c'est marrant parce que je pensais moi que c'était deux. Alors je savais pas que c'était une réédition, mais je m'étais dit c'est marrant, mais ça n'a rien à voir, mais ça m'avait fait penser je sais pas si vous aviez suivi. Il y a eu un moment donné au cinéma, il y a eu deux biopics sur Yves Saint Laurent en même temps. Ouais. Et donc c'est marrant. Donc j'avais cet écho en moi. Je me suis dit ah ouais c'est marrant. Même dans la bande dessinée, il peut y avoir à un moment donné la même histoire qui sort en même temps ou à peu près. Mais apparemment non. Puisque après- celle de Riffraebs est plus ancienne. Quoi. Voilà. Après, ça arrive, hein, par exemple, Ouais. en 1984, quand les droits avaient été libérés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est les Ouais, droits. On avait eu 3 ou 4 d'un Ouais, coup c'est dans vrai, l'année. Quoi. Effectivement. Oui, là, c'était lié au fait que les droits étaient, Tout à fait. étaient Les- montés dans le domaine public. là. Ok. Mais ouais. Justement, Guillaume. Eh ben, écoute, j'ai lu les deux aussi. En fait, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur le fait que ces deux adaptations, que ces deux approches différentes de l'adaptation. Moi, perso, j'ai préféré le Riffraebs parce que je l'ai trouvé beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivant. Même si l'approche graphique du Brémo était bien aussi. Hein. J'ai eu un peu. Alors après, c'est peut-être aussi parce que je l'ai lu après le Brémo. L'ordre est terrible. Hein, Ouais. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure. Hein. En plus, je les ai lus l'un après l'autre, littéralement, tout de suite. Et du coup, la partie texte, et donc texte original respecté du Brémo, m'a vraiment sauté aux yeux. Et j'ai trouvé ça limite dommage parce qu'une adaptation, pour moi, ça induit qu'à un moment donné, on amène un peu de soi et un peu de son interprétation dans ce qu'on propose. Et du coup, ça m'a retiré cette sensation. Maintenant, j'ai pas l'œuvre originale de toute façon, donc je peux difficilement en parler. Voilà, donc si je devais choisir, amener ma préférence, ça serait vraiment le Riffraebs, et c'est vrai. Par rapport à la narration, au dessin, je trouve ça
plus dynamique. Par exemple, le truc tout bête, j'ai bien aimé en fin de, c'est découpé en petits chapitres à chaque fois. Le fait que à chaque fois dans le Refreps, la fin du chapitre, le dernier strip, il n'y en a pas. Oui. Il y a une C'est, demi-page blanche. Une demi-page blanche. Ouais. Et du coup, ça amène une pause, ça amène une conclusion, même si justement la conclusion est vide. Et on sait, c'est bien, allez hop, on passe à une autre partie de l'histoire. Et enfin, je sais pas, ça nous amène, ça nous accompagne dans l'histoire. Enfin, voilà, moi j'ai préféré le Refreps parce que j'ai trouvé plus vivant en fait. Moi, ce que j'aime, c'est les contrastes. Et alors, j'ai beaucoup aimé le Refreps parce que justement, je trouve que graphiquement, il a une patte, et même au niveau de la narration, du fait d'avoir un peu plus tranché dans le texte, ça marche mieux. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le contraste dans l'autre bouquin entre le graphisme et le texte. C'est-à-dire que dans le Bremo Corbettini, tu as un graphisme qui est beaucoup plus propre, les personnages, ils ont une certaine classe, C'est plus smooth. Ouais. ils en jettent, etc. Mais le propos reste le même, avec des personnages qui sont tous des ordures. Enfin, c'est horrible ce qu'on te raconte. Et le gars, c'est un gars horrible qui a une belle gueule, quoi. Et je trouve que ça te crée un contraste qui est super intéressant dans la narration et qui accentue un peu ce côté horrible. Alors que quand tu vois la gueule du Carnock de Refreps, bah, il a une tête de connard, quoi. Je veux dire, c'est réglé tout de suite. Et je trouve que ça apporte ce truc-là. Maintenant, le fait de coller trop au texte, tu le sens à la lecture, ça alourdit un peu la narration et c'est un peu dommage. Donc vraiment, c'est pas évident parce que les deux sont deux approches différentes de l'adaptation et qui fonctionnent chacune à leur niveau. Et moi, j'ai vraiment beaucoup aimé là-dessus. Voilà. Je rajouterais qu'il y avait une version collector noir et blanc du Refreps. Pour ceux qui hésiteraient sur le côté noir-blanc du Bremo, il existe aussi le Refreps en noir-blanc. Genre, le sur du très collector quand même. Bah, Oui. très collector puisqu'elle n'est plus éditée Oui. pour l'instant. C'était chez Soleil ou chez Putain, je crois que c'était Oxymore. Carnock le pirate, donc chez Oxymore et chez Glénat, par Refreps et Frédéric Bremo et Alessandro Corbettini. 20,95 € pour la version Oxymore, 18 € pour la version Glénat. Bon, alors la version Glénat est moins chère, c'est plus intéressant. Ou pas. Donc les deux ont, attention, 30 grammes d'écart, 31 grammes d'écart pour être précis. Donc vraiment, on est sur deux éditions très très proches. Autour de 650 grammes. Une invitée dans la demeure, scénario dessin et couleurs de Emily Carroll, chez 404 éditions pour 29,95 €, mon cher T. Et oui, alors une invitée dans la demeure d'Emily Carroll. Alors on est sur un bon petit pavé, mais finalement que 788 grammes, malgré une très belle spoil tout de suite vers la couverture. Oui, mais je la donne au C'est début, ta comme ça chronique, je suis tranquille. Et alors il y a aussi une jaquette, mais que vous n'avez pas là aujourd'hui, mais je trouve la couverture très intéressante de cette façon-là, et vraiment elle tranche complètement avec ce qui est proposé sur la jaquette, qui est noir. Est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il est malin Et ça apporte vraiment le côté barré onirique qui peut exister dans la BD, est vraiment disponible là, sur la vraie couverture et pas sur la jaquette. Bref, revenons-en à l'œuvre. Le pitch, Abby est une jeune trentenaire, discrète, voilà, une molle, un peu passive, un peu solitaire, qui vit dans une petite ville canadienne. Elle travaille comme caissière dans un supermarché. Elle est mariée depuis une année à un certain David, qu'elle a épousé un peu comme ça, sur un coup de tête. David, c'est un père veuf qui est venu s'installer dans la région. Voilà, bon, elle apprécie son nouveau rôle d'épouse, hein, c'est sympa, elle se pose pas trop la question. Lui, il est dentiste, ils gagnent bien leur vie. Là, elle fait caissière, mais plus pour occuper ses journées, rencontrer un peu de monde. Donc, ils ont une situation assez aisée dans cette jolie maison qui est au bord d'un lac. Voilà. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué pour elle d'apprendre à aimer sa belle-fille, mais aussi à aimer son mari, dont elle ne connaît finalement pas grand-chose. Voilà. Et comme le laisse un petit peu deviner le titre et la couverture et ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, une invitée dans la demeure, c'est un peu une histoire de fantôme, peut-être, de maison hantée, peut-être, de problèmes psychologiques, sans doute. Comment est-ce que la première femme de David a disparu ?
Comment est-ce qu'il est devenu veuf? Comment a-t-elle perdu la vie? Il paraît qu'il y a eu un incendie. Euh, il paraît que tout a été réduit en cendres. Toutes les possessions de la jeune femme. Tout, vraiment. Peu à peu, le doute s'installe dans l'esprit d'Abby et la rencontre avec le fantôme qui hante les lieux ne fait que renforcer ce... Mais y a-t-il vraiment un fantôme? Abby connaît bien peu son mari, cet homme dont les lunettes masquent le regard et qui peu à peu, fait peu cas de son existence à elle, de la présence de son épouse, de ses envies, Il leur sent de pas, ses hein. choix. Voilà, si on s'arrête à cette description un petit peu sobre, sommaire, une invitée dans la demeure pourrait rejoindre l'énorme pile de livres d'horreur qui explorent la même thématique, un petit peu le côté barbe bleue, le méchant ogre, mais il est quand même présenté comme un ogre, alors que là, le David, c'est pas vraiment le cas. On a aussi un film de Robert Zemeckis avec Michelle Pfeiffer, Harrison Ford, Apparence. Putain, oui. Ouais. J'ai pas vu un Je suis allé- Zemeckis, quoi. Faut que je le trouve, faut que je le vois. J'adore Zemeckis. Il y a un J'étais film de sûr Zemeckis que ça allait j'ai te pas vu. plaire. Donc voilà, donc même chose, un petit couple un peu mou, un peu tranquille dans une petite maison, mais il se passe des choses quand même pas tout à fait safe. Donc voilà, donc cependant Émilie Carroll, mais à l'auteur, y apporte une profondeur bien plus intéressante que ce scénario assez classique pourrait laisser supposer, en abordant eh bien, la place de l'isolement, de la quête d'identité, Abby se cherche, mais aussi de l'insécurité, seul au milieu de nulle part. Le graphisme apporte aussi toute sa force au récit. La mise en page évolue constamment au gré des émotions ressenties par Abby. Ça évolue entre un monde en nuances de gris, dans cette espèce de vie un peu calme, un peu paisible, mais aussi un peu imaginaire. Et donc là, quand on passe dans sa psyché, les couleurs explosent. Les choses changent radicalement avec des dominantes de rouge et de bleu. Il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à son enfance. Son imagination est peuplée de princesses en détresse, de chevaliers prêts à pourfendre des dragons. D'où est-ce que ça sort tout ça? Cette intériorité de l'héroïne, qui est au cœur du récit, eh bien, c'est là que se déroule une partie très intéressante de l'histoire. Et finalement, est-ce que Abby est plutôt la princesse en détresse? Est-ce qu'elle est plutôt le chevalier? Ou est-ce qu'elle est le dragon? Où est-ce qu'elle se positionne dans son univers créé et comment est-ce que tout ceci est rattaché à sa vraie vie? Ce sont toutes les questions qui essaient d'être démêlées dans ce bouquin. Voilà, un bouquin très intéressant sur la psychologie dans un couple, totalement imaginaire, mais peut-être pas forcément. Trouver sa place, c'est vraiment quelque chose d'important. J'aime beaucoup ta chronique parce que ça me fait relire le bouquin un peu différemment. Parce que je l'ai lu, j'ai apprécié le côté graphique, ce travail sur les aspects de l'imaginaire, etc. Ce côté sur la solitude, hein, qui pour moi est un peu le côté prégnant du truc. C'est-à-dire, elle est en couple, mais elle est seule. Euh, euh, et j'avais un peu du mal à l'analyser. C'est le genre de bouquin, tu le lis, tu te dis, putain, il y a un fond, mais je saisis pas tout, j'ai raté des trucs. Mais tout est pensé. Mais j'ai raté des moments et je saurais pas comment l'interpréter complètement. Je suis encore un peu dans le flou là-dessus. C'est une œuvre très riche, super intéressante, qui peut te perdre, hein, dans la lecture, clairement, et c'est un peu ce que ça m'a fait sur la première lecture. Là, rien que ta chronique m'a rajouté des éléments en me disant: «Ah, peut-être qu'il faut que je le relise, je vais voir des trucs différemment», et je trouve ça super intéressant. Non, c'est un beau bouquin, Je te sur comprends parce le qu'à la fin de la lecture, j'avais cette espèce d'impression de... Il y a un super truc dans le bouquin, mais j'ai du mal C'est à ça, mettre le tu doigt. trouves Et pas donc le j'ai doigt. eu besoin de le repasser, de repositionner le Et truc. moi, j'ai pas réussi à faire cette approche-là parce que je crois que j'avais 40 000 bouquins à lire. Donc, j'ai fait, ouais, oui, ah oui, je sais pas. Non, moi, j'avais beaucoup aimé Emily Carroll sur son premier bouquin qui était un recueil de nouvelles que j'avais adoré. Les trucs que j'avais lus sur Internet à la base. Ce travail graphique, ce travail sur le noir et blanc et la couleur qui était vraiment superbe. Et celui-là, j'ai fait, waouh, il y a un truc, mais je saisis pas tout. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression que si j'apprécie pas le bouquin à sa juste valeur parce que c'est moi qui dois manquer de maturité, d'intellect, pour le comprendre complètement et j'ai l'impression de rater un truc. Et c'est toujours super dur quand tu lis un bouquin que tu as l'impression de rater un truc. Thio?
C'est beau ce que vous avez dit. Ouais, en je fait. sais. C'est Vas-y, tu pleures. C'est bon. Bah écoute, en fait, je vais faire pareil que Miguel parce que effectivement, je l'ai lu dans une période où je devais un peu là aussi lire en mode intensif et effectivement, en fait, j'ai peut-être pas bien vu toute la richesse du livre. Et ta formidable chronique m'a vraiment ouvert les yeux. Ha. Grâce à toi, d'un coup, je vois la lumière et je me dis que je suis peut-être passé à côté de quelque chose de fantastique. Ha. Putain, comme quoi on fait des trucs utiles. Quoi. Ouais, ça, Ouais. on On sait. devrait être d'intérêt public. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, tous les dons que vous donnez sur le Tipeee devraient être défalqués des impôts, je pense. Et rappelle-nous qui sont nos donateurs. C'est vrai que j'ai oublié de le faire en début d'émission, j'ai un peu foiré. C'est Sarah Londe, Monkey, Matt Descaches, Chevonne, Warloff et Cobal qui nous soutiennent sur Tipeee. C'est la meilleure des choses que vous pouvez vous faire dans votre Et vie. nous tenions à Voilà. vous remercier Voilà. dès le début de l'émission. Voilà, mais nous avons raté parce que ça m'arrive de temps en temps. Quand il fait chaud et qu'il est tard. Parce qu'il écrit. Jérémy. Alors, moi, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. C'est une BD sur laquelle, donc, puisque j'ai le droit de mettre des coups de cœur, moi, je mettrais un coup de cœur parce que, alors, je dois dire que, sans aucune rationalité, les fantômes sont un vrai truc qui me fait peur, Ouais. personnellement. C'est le principe des fantômes. Tout en étant tout à fait rationnel, j'ai bien conscience qu'a priori, ça ne doit pas exister, mais c'est un vrai truc qui m'inquiète, qui me fait peur. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup fait penser à je ne sais pas si vous avez vu ce film, probablement Rosemary Baby, Ouais. qui est en fait un film sur l'isolement d'une nana seule et qui en fait pète les plombs. Et en fait, on assiste là, dans cette BD, à une nana seule qui pète les plombs. Il y a en plus une espèce d'ambiguïté dans la relation qu'elle noue avec la fille de son mari, où en fait elle projette ses propres peurs dans ce qu'essaie de lui dire sa belle-fille, mais qui et donc moi j'ai trouvé que ça me fait penser aussi à un petit livre que vous avez peut-être lu de Gogol qui s'appelle Journal d'un fou. En fait on voit une nana qui est en train de perdre pied et c'est hyper bien dessiné. Donc non moi c'est vraiment une BD qui m'a c'est assez rare pour le dire. J'avais une vague, une sourde inquiétude quand je tournais la page, quoi. Je me demandais où on allait m'amener, et je dois dire qu'on m'a amené dans des endroits et des contrées qui me plaisaient pas trop. Donc, c'est pas un moment agréable, mais ça vaut le coup de le noter. Donc, c'est un coup de cœur parce que c'est quand même suffisamment rare de noter qu'une BD nous a amené dans des contrées dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller. Voilà. Guillaume. Bah écoute, moi, franchement, ça m'a un peu plombé le moral et petite vengeance mesquine. Mais c'est minable. Mais complètement. Mais tu sais que tes mangas la saison prochaine, ils vont morfler leur race. Il va te sortir des mangas de merde. Super bien, tu vas être dans la merde. Écoute, moi, j'ai été agréablement surpris. Parce que en fait, je sais pas, la couverture, les quelques mots que j'avais échangés avec je sais plus qui avant de l'ouvrir pour le lire, me faisait attendre quelque chose de plus horrifique. Donc, étant bon public et n'aimant pas me faire peur, j'étais pas super tranquille à l'idée de l'ouvrir. Mais bon, enfin voilà, fallait le lire, donc je l'ai ouvert. Du coup, très agréablement surpris, parce que je partais avec un mauvais a priori. Et j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Contrairement à Pierrick et Mathieu, moi j'ai aimé le fait d'être un peu perdu dans tout ça. Parce que je trouve qu'au final, on est comme Abby, on est complètement perdu dans tout ça. Et je trouve que ça va bien avec l'histoire, le fait de se trouver à des moments, mais qu'est-ce qui se passe? On est où? Est-ce que je rate un truc? Est-ce que je rate pas un autre truc? En fait, moi, je suis rentré complètement dans sa parano avec elle, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et bien foutu. Après, alors moi, j'ai pas la même peur irrationnelle des fantômes, donc ça m'a pas du coup plus gêné que ça, même si certains moments étaient vraiment malaisants et faits pour, et du coup bien faits. Globalement, ce que j'ai retenu du bouquin, c'est pas le mal-être, c'est pas le malaise, et mais plutôt quelque chose de bien écrit qui nous emmène avec elle, et moi j'ai vraiment aimé ce côté où
Et des fois, ah oui, là, ok, je comprends. Et là, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'avais vraiment l'impression d'être avec Abby et d'être avec elle et d'essayer de comprendre avec elle. Franchement, j'ai trouvé que c'est une très bonne BD. Je rajouterais juste un tout petit truc sur la partie graphique, c'est que la majorité des dessins sont assez doux. Je vais pas dire enfantins, mais quand même assez doux. Et de temps en temps, il y a quelques trucs qui sortent du néant où on s'en prend plein la tête. Et ce contraste-là fonctionne bien dans le côté horrifique, justement, parce qu'il y a vraiment ce contraste-là. Au-delà, voilà, tu viens de passer sur une page où on a de la couleur, parce que la majorité du bouquin est en noir et blanc quand c'est sur la vie classique, et en couleur quand c'est dans sa psyché. Mais il y a aussi des changements de style graphique qui viennent mettre un petit coup de patate au bon moment, quoi. Mais puis il y a aussi un travail sur les regards, c'est-à-dire que les regards des personnages sont des sortes D'ovales, d'ovales noirs, Mm. très très justement, on a l'impression qu'ils regardent dans le vide Simpliste. non-stop, alors que tout le trait autour a l'air plus travaillé. Mhm. Et c'est pareil, ça rend très très bien. Une invitée dans la demeure de E.M. Carroll chez 404 éditions pour 29,95 € et 788 grammes. Je t'ai volé ta phrase. Tu m'as volé mon info, mais je l'avais donné au début. Ouais, tu l'avais donné au début. Tu as échoué à l'émission précédente, Jérémy. Tu vas maintenant nous parler de préférence système. Sera-ce un coup de cœur? Sera-ce Sera-ce. Il fait mal celui-là. Ouais. Sera-ce. Hugo, bienvenue chez De Noël pour 23 €. Je t'en La prie. conte de Sera-ce. Alors, Non, c'est pas lui. alors moi j'annonce qu'on a là avec préférence système. Non. Je pense qu'on a Est-ce qu'il le. l'a pas ramené? Et non, j'ai oublié de la ramener, pardonnez-moi. On aura le meilleur rapport Pas vidéo pour le live. qualité poids gramme. Ah. Gramme qualité. Je l'annonce. Alors, C'est important. bande dessinée en couleur, publiée chez De Noël Graphique en France en 2019. 3 mots sur Hugo Bienvenu. Hugo Bienvenu, c'est un réalisateur et un dessinateur français, relativement jeune. Il est né le 10 mai 1987. Il vit et travaille à Paris. C'est un illustrateur et dessinateur de BD qui a réalisé une dizaine de bandes dessinées. Il a réalisé aussi beaucoup de courts-métrages, d'albums, comment ça s'appelle, de jaquettes d'albums, de clips. Et surtout, il a réalisé un long-métrage animé qui s'appelle Arco, qui a eu un succès immense. Alors, je dis la vérité, je ne l'ai pas vu. On a vachement bien vendu l'artbook. Hein. L'artbook du livre, ça, j'ai pas de doute. Alors, bon, et ça veut rien dire, il a reçu pour cette BD Préférence Système, il a reçu le prix de la critique 2020 de l'ACBD, l'association des critiques de bande dessinée. Comment on rentre dans cet assaut d'ailleurs? Alors- C'est surtout, ça veut dire quoi le prix de la critique? Ouais, là. Mais ils ont beaucoup Le prix de la critiqué. critique des Ils ont beaucoup Il y a critiqué. une, Non, mais il y a une d'accord. association des critiques de bande dessinée qui est. Ça, oui, je meilleur connais la prix CBD, du enfin au moins de nom, mais c'est juste, je comprends pas le nom Mais c'est du le prix, titre, en fait. en fait, c'est leur grand prix. Il Ouais, il c'est ferait leur mieux de prix, dire, Ah, il ferait ok. mieux de dire c'est notre grand prix plutôt que le prix de la critique. Ah, Je d'accord. suis d'accord avec toi. C'est un C'est problème le de bouquin qui- vocalisation. C'est le bouquin qui est le plus critiqué. Alors, c'est le bouquin le plus critiqué, donc c'est celui qu'on peut faire. Mais Vives pour Alors- le gagner. Pardon. Ouais, c'est vrai que Vives, c'est la dû le gagner. Cut. Ouais, c'est clair. On a dit qu'on séparait l'artiste c'est de ça. son œuvre. Il faut toujours séparer l'artiste de son œuvre. Alors, je vous fais un synopsis. En 2055, en gros, on est dans l'ère du cloud. L'ensemble des œuvres et de la mémoire collective est dans un cloud, donc dans des serveurs, dans un ou plusieurs serveurs. On suit les pérégrinations, les aventures du héros qui s'appelle Yves Maton, qui travaille pour une des entreprises qui gère l'un de ces serveurs. Et notamment dont la mission au quotidien, c'est de libérer de l'espace sur les serveurs pour que toutes les plateformes de réseaux sociaux, donc on imagine en 2055 où en sont les réseaux sociaux, puissent toujours avoir de la donnée et de la mémoire vive disponible. Donc une des questions qui se pose très vite dans le livre, c'est la question qui se pose à Yves Maton. Il va voir les juges qui décident de savoir quelles sont les œuvres qu'on doit effacer pour libérer de la mémoire libre. Et donc la question qui se pose assez vite, c'est est-ce que le film 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le jette? Alors la décision tombe. Les juges qui doivent prendre cette décision expliquent que compte tenu de l'audience de ce film en 2055 qui est, je sais plus, c'est 0,0000000,54%, ils disent bon ben en fait on jette. Yves Maton évidemment
s'offusque. Lui, on sent que c'est quelqu'un qui est le pont entre cette modernité et un ancien monde qu'on représente nous aujourd'hui en 2026. Et il dit, bah non, en fait, il part avec la mémoire qui est comme une disquette et qu'il vient enregistrer sur le robot de la famille qui s'appelle Mickey. Le robot de la famille s'appelle Mickey. C'est important de le noter. Hugo Bienvenu, dans toutes ses œuvres, il y a toujours un robot. Alors, je ne sais pas si à chaque fois il s'appelle Mickey, mais ce robot qu'on voit là, on le revoit dans chacune des œuvres cinématographiques ou bandes dessinées de Hugo Bienvenu. Et donc, Mickey, c'est le robot à tout faire de la famille Maton et qui carrément porte l'enfant. C'est-à-dire que les femmes, en 2055, ne donnent même plus la vie. Évidemment, on le comprend, la décision du papa de sauver cette œuvre va avoir des conséquences et il va en subir les foudres. Alors, pourquoi à mon avis, c'est culte ? Bon, premièrement, pour moi, le dessin, notamment dans la deuxième partie, il est à couper le souffle. Les portraits de la jeune fille dans la nature sont assez extraordinaires. Alors, certains pourraient dire que le dessin peut paraître un peu froid, un peu figé, avec des couleurs un peu... en fait, il pousse le pop un peu à l'extrême. Donc, je peux comprendre la critique un peu esthétique. Moi, je trouve que les dessins sont extra. Ensuite, et alors, moi, je ne le savais pas, mais en fait, la préférence système dans les ordinateurs Mac, c'est l'ensemble des réglages essentiels qui vont déterminer le comportement, la sécurité et l'apparence de l'ordinateur. Donc, le titre est assez éloquent. C'est-à-dire que la préférence système, c'est une manière de définir le cadre dans lequel on va utiliser l'ordinateur. Donc, si on le rapporte à nos vies, la préférence système, c'est quel est le cadre dans lequel on accepte de vivre, quel est le cadre dans lequel on accepte de réfléchir, dans le cadre dans lequel on accepte de construire nos vies. Chez Windows et Linux, je n'avais pas quoi capter, effectivement. Voilà. Mais moi non plus, je ne le savais pas, donc c'est pour ça que je comprenais pas. Voilà, en fait, c'est les paramètres ou les réglages système. Donc, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce livre, c'est que c'est une manière, en se projetant dans le futur, Hugo Bienvenu, en fait, il propose une réflexion hyper intéressante, hyper simple sur ce que sont nos sociétés aujourd'hui. C'est en gros... et je l'ai traduit, d'ailleurs il y a une phrase dans le livre qui revient, c'est « Chaque homme dans sa vie assiste à la fin d'un monde, le sien ». Et en fait, c'est ce livre-là, je trouve de manière hyper simple, en quelques pages, avec des dessins simples, il nous interroge vraiment. Déjà, il pose un constat qui est quand même assez lucide, un peu amer, sur nos sociétés actuelles et le déferlement d'informations qu'on a un peu débilos des réseaux sociaux. Et il nous pose aussi la question de jusqu'où l'humanité sera prête à lutter pour préserver ce qu'il est et donc sa culture. Et pour le coup, c'est un livre moi qui me plaît beaucoup parce que en prenant un chemin de biais un peu dystopique, un peu utopique, un peu futuriste, en fait, il nous pose une vraie question sur nous-mêmes, jusqu'où on sera prêt à aller pour sauver ce qu'on croit être, ce qui représente pour nous l'humanité. Voilà. Guillaume. Eh ben, écoute, ça fait un moment qu'il est dans nos étagères et que je dois le lire et j'ai pas regretté. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, justement, la mémoire, l'information intéressante. Étant dans une librairie, forcément, la mémoire, elle est là et la place disponible. Et la place disponible. Ouais, et clairement, puis, moi, quand j'arrive entre deux passages à la librairie, la moitié des bouquins qui m'auraient intéressé, ils ont déjà disparu. Donc on a ce problème-là réellement. J'en plaisante beaucoup avec les membres de l'équipe qui sont plus jeunes. C'est les réseaux sociaux, pour moi, sont un vrai problème. C'est l'exemple même de l'outil qui a été complètement dévoyé par rapport à son utilisation originale, à son utilisation prévue à l'origine. On fait n'importe quoi avec, on dégueule de l'information de partout dans tous les sens, et même à la librairie, quand tu essaies de faire attention, tu rentres, il y en a tellement de partout dans tous les sens, des couvertures, des posters pour annoncer les nouvelles opérations, les machins. En fait, tu sais jamais où poser le regard. Et c'est un véritable casse-tête d'ailleurs
pour arriver à mener les gens à regarder ce que tu considères comme pertinent et important dans ta librairie. Et donc, je ne parle que de ma librairie, hein, je parle même pas du reste du monde. Enfin, voilà. Du coup, pour moi, c'est un sujet important et c'est un sujet qui me touche. Et je trouve que c'est effectivement vachement bien traité. Et effectivement, il nous parle donc de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un film au-delà de culte, qui a fait des émules de partout, à tous les niveaux, dans tous les genres, dans tous les médias. Et là, bah, en fait, il fait pas assez de vues. Et pour libérer de la place pour que Miss Truc et Bob Machin arrivent à poster leur dernière vidéo TikTok à la con, et ben on va supprimer celui-là, quoi. Et ouais, en tant que libraire, ouais, j'ai hurlé. Et je trouve ça effectivement hyper intéressant. Le traitement est très bien fait. Toute la seconde partie, puis après qu'il ait dû essuyer les foudres de sa décision de sauver ce chef-d'œuvre, est très intéressante aussi, et toujours sur le travail de mémoire, justement, le devoir et ou l'envie de mémoire. Donc, enfin voilà, pour moi, c'est une œuvre importante, c'est une BD intéressante et bien foutue. Et effectivement, au niveau du dessin, moi, j'y serais pas trop allé à la base parce que trop d'aplats, enfin, trop simple en fait. Je sais pas, j'aime bien les trucs soit, enfin, avec un peu plus de détails, peut-être un petit peu plus chaleureux parce que ça a un côté, pareil, hyper froid. Ouais, ça Mais marche bien avec le récit, mais au le petit final, côté mécanique, tu vois. ça marche complètement. On est en plein dedans. Et franchement, ben, je l'avais pas lu jusque-là, aux grandes dames de nos anciens collaborateurs qui m'engueulaient régulièrement à ce sujet. Ben voilà, je comprends pourquoi ils m'engueulaient. C'est vraiment une super BD. Petit. Mais écoute, ça fait partie de ces trucs où ça paye pas de mine initialement, notamment sur la partie graphique, comme toi, c'est pas exactement ma cam, mais ça soulève plein de questions. Ça apporte pas franchement de réponses, c'est pas forcément ce qu'on lui demande, mais ça soulève plein de questions et des vraies questions. C'est-à-dire que de la même façon que l'histoire américaine est jeune, notre histoire culturelle est relativement jeune dans un grand volume. Et ce grand volume, on ne va pas pouvoir tout conserver à un moment donné. Le principe de la bibliothèque d'Alexandrie, ce genre de choses, la grande bibliothèque de Paris, ok, très bien, mais il y a un moment où on ne va pas pouvoir tout stocker. Et donc la question de la place, donc à la petite échelle d'une librairie, toi tu le vis, mais à l'échelle mondiale, ça va forcément se poser. Et est-ce que les critères de choix vont être des critères qualitatifs, ou est-ce que les critères de choix vont être des critères commerciaux, de gains financiers, d'audimat, etc. Et est-ce que c'est l'audimat qui fait la qualité de l'œuvre? Voilà. Ouais, mais quand même, c'est regardé par beaucoup de monde. Alors, est-ce que c'est ça qui fait la qualité de l'œuvre? Et surtout, est-ce que c'est ce qui fait sa nécessité de la conserver dans le temps? Voilà. Il y a des éléments où, comme on dit, hein, l'histoire est faite par les gagnants. Ben, c'est un peu l'idée là aussi. C'est-à-dire que tu vas construire une culture avec ce que tu vas vouloir conserver. Tous les bouquins qui ont déjà disparu dans l'histoire de la littérature, ben, de fait, ne peuvent pas devenir de grandes œuvres, ne peuvent pas traverser le temps puisqu'elles disparaissent au fil du temps. Donc cette question-là, elle est finalement centrale parce que ça va relever de la mémoire. Et qu'est-ce qu'on veut garder comme mémoire, comme culture à l'humanité? Ben, il y a un choix. Et qui va pouvoir faire ce choix? Selon quels critères? C'est sûr que si on laisse les chaînes de télévision et les diffuseurs Internet faire, on ne risque pas forcément d'aller vers le qualitatif. Donc c'est une vraie question à se poser. Thio? Bah écoute, moi déjà, j'avais quand même mis un coup de cœur, contrairement à des personnes qui ne l'ont pas. Mais si tu ne sais pas pourquoi, ça n'a aucun intérêt. Mais je sais pourquoi je le mets. Parce qu'effectivement, on en revient toujours à cette discussion-là. Enfin, là, vous avez déjà tous très bien parlé, mais. Merci. Mais oui. Mais parce qu'après, je vais pas sortir. Tiens, je vais donner un autre exemple. C'est voilà, par exemple, là, moi, actuellement, il y a des vieux films que je voudrais montrer à Mikos. Et en fait, vous ne trouvez aucune plateforme qui est payante, hein, qui propose ces films. En fait, ils ne sont plus du tout disponibles. Et donc, sur l'INA, t'as pas... Non, mais il y en a certains qui ne sont pas sur l'INA non plus. C'est pas si vieux que ça. Ah oui. Mais du coup... Et donc... non, c'est une vraie question. Non, ils ne sont pas tous sur l'INA, quoi. Et puis, je ne fais pas que des films en noir et blanc non plus. Et donc, voilà, ça n'existe pas. Et finalement, ces livres-là, ces films-là, pour l'instant, ils sont dans ma tête.
Et en fait, je ne peux pas les montrer à mes gosses parce qu'ils sont plus disponibles du tout. Il faut que je les trouve en DVD et voilà, que je les commande chez Amazon. Ou en Et VHS. du coup, si je fais ça, il y a le mec de la PTR qui va m'éclater la tête, quoi. Et... Oui, ils vendent pas de films. Ouais, mais quand même. Si tu veux, je t'envoie le code d'affiliation comme ça. Jeff Bezos devra me donner des sous. Ok. Et donc, du coup, moi, j'ai donné. En fait, moi, je suis surtout curieux de savoir c'est quoi les films. Ouais, moi aussi. Bon, Ah. en numéro 1, on va mettre les goodies. Alors, Donne-nous ouais. un exemple. Non, mais tu avais, la dernière fois, on l'a voulu regarder. Donc, moi, je voulais voir les 12 hommes en colère, qui est un vieux film en noir et blanc, effectivement. Donc, Lina, c'est ça. Là, Lina, ça pouvait fonctionner. Après, ouais, je vais pas, là, j'ai pas d'exemple tout de suite. Mais il y a, enfin, ça nous arrive Ouais, plein de fois. ouais, ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Des séries, Tu vois, par exemple, SOS Phantom, Mm. avant qu'ils te sortent les nouveaux, tu Ouais. pouvais pas les Ça trouver sur les devenait- plateformes. C'est des vieilles enquêtes avec Travolta et compagnie. Bah, de temps en temps, ça ressort, puis ça redisparaît très rapidement. Et il y en a un dans cette série-là que Delphine cherche à revoir depuis plusieurs années et qui n'est pas ressorti sur les Blowout. plateformes. Je sais plus lequel c'est. Avec Travolta, qui est un génial de Palma. Mais bon. Ah, c'est De Palma. Ils font crier. Mm. Mais bon, voilà. Moi, j'ai mis un coup de cœur. Maintenant, on écoute le dernier parce qu'il va falloir quand même qu'on active un peu. les Ouais, gars, hein. bah moi, préférence système, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce rapport T'as 10 secondes. ouais, à la culture. C'est-à-dire que, en gros, c'est comment est-ce qu'il te montre dans ce truc-là que le héros choisit ce qu'il a touché, ce qu'il a aimé. Et ça ne veut pas dire que c'est qualitatif ou quoi que ce soit, c'est une question purement de goût. C'est-à-dire que il peut avoir adoré du Céline Dion, donc il y a le On ne change pas, du 2001 l'Odyssée de l'espace, et l'autre c'est ce que j'appelle le poème de T'as perdu, t'as chanté. quatre mariages et un enterrement. C'est comme ça que je l'appelle parce que je ne Comme sais dans la pas, Coupe du Monde. j'oublie à chaque fois comment il s'appelle, qui est un poème magnifique, hein, voilà. Et comment est-ce qu'on transmet ça, voilà. Et en parallèle, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que la solution de facilité dans ce récit-là, ça aurait été de dire le classique, le cliché du si on perd l'histoire, on oublie les horreurs qu'on a faites. Et donc, c'est le côté plus politique, plus les choix qui ont été faits, le côté historique. Et il y a un autre personnage secondaire de l'histoire qui, lui, préserve ce côté un peu historique, mais qui finalement devient secondaire parce que ce qui nous intéresse là, vraiment, le cœur du récit, c'est la culture. Et en fait, on se rend compte que la culture, c'est très personnel et que, et on le voit totalement dans nos émissions, c'est que le coup de cœur de quelqu'un ne sera pas le coup de cœur de tout le monde, en fait. Comment il arrive à nous emberlificoter pour nous dire que finalement, il va Voilà. pas mettre un coup de cœur. Si, moi j'en mets un. Clairement, j'en mets un. Je me suis régalé. On ne change pas dans la tête jusqu'à la fin, parce qu'en plus j'aime Goldman, mais bon, ça c'est un de mes trucs bizarres. Voilà. Et voilà, je me suis régalé. Je me suis rendu compte que, mais en fait, elle est vachement plus profonde que ce qu'elle en a l'air, cette chanson. Voilà. Franchement, Cette BD je me aussi. suis régalé. Ce côté du dessin un peu froid, un peu effectivement, ne pas attirer dès le départ, mais colle vachement bien à ce récit. Qui est un récit qui parle de quelque chose de très analytique, très informatique, très froid. Et franchement, moi, je me suis régalé. Petite question pour Jérémy, est-ce que tu as vu Arco? Non. Il a Est-ce dit que non. quelqu'un d'autre a vu Arco? Il a dit Non. non tout à l'heure déjà. Ah, j'ai pas fait Non. attention. T'écoutes pas les chroniques, toi. Non, On pas n'a trop. vu Arco. Mais on balance pas. hein. Personne n'a vu Arco, du coup. Non. Personne l'a vu, non. Merde. Bah, tu savoir seras obligé de le Ancien chercher. personnage. Ouais, non, justement, je voulais voir si c'était aussi visible pour ma fille, tu vois, typiquement. Oui, oui, tu peux complètement aller le voir avec Ok. une enfant. Aucun problème. Allez, eh bien, c'était Préférence Système de Hugo Bienvenue. Moi, je sais Just Watch, Randall Flagg, mais même Just Watch, des fois, te dit que c'est pas disponible en France. Ah oui. Chez De Noël, Merci. pour 23 €. Et Et 850 grammes. on retourne faire du comics, parce que c'est moi qui fais les comics. Daredevil, Enfer glacé. Une bande dessinée scénarisée par Charles Soule, avec l'assistance de Steve tu l'as McNiven, qui est aussi au dessin, et qui est aussi à la couleur, avec l'aide de Dean White chez Panini Comics pour 16 €. Daredevil, c'est compliqué Daredevil, hein. Vous savez que j'adore ce personnage, que je suis un grand fan, j'ai tout lu, je suis tout ce qu'ils font, même les merdes, parce que c'est mon personnage de mon enfance, et qu'il y a eu tellement de bonnes choses sur ce personnage, que j'attends que ça revienne. J'attends. Et j'attends. Et Charles Soule a fait un petit run sur Daredevil, où je me suis dit, c'est un ancien avocat, ça tombe bien, il va insister sur le côté avocat, et non, il a fait un peu de la merde, Charles Soule. On ne parle pas de l'ancien, on parle du Voilà. nouveau. Mais on va y venir. Il nous a fait un peu de la merde. Et là, je me dis, il fait un nouveau truc, mais qu'un one-shot. Une histoire un peu à part. Est-ce que Charles Soule va réussir à se relever un peu le niveau de ce qu'il a fait jusqu'ici, qui était
bien, mais pas top. Daredevil en verglacé, en fait, ça nous parle d'un futur proche où Matt Murdock, donc Daredevil dans le civil, est un peu un retraité, il est vieux, il a un peu perdu ses pouvoirs, le monde, les super-héros ont globalement disparu, on est un peu dans tout cet univers Marvel de Old Man Logan, un peu ce genre d'ambiance-là, tu vois, tous les super-héros qui ont disparu. Un jour, il se retrouve au milieu d'un accident, il se prend un gros choc dans la gueule, ce qui réactive ses pouvoirs, et il essaie de trouver les origines de ses attentats. Euh, et bien sûr, tous les anciens super-vilains auxquels il a été confronté vont se retrouver un peu au milieu, et on retrouve le Punisher, on retrouve le Tireur, on retrouve un peu tout le monde, et comment ce vieux Daredevil va se reconstruire dans cet univers. Euh, Franchement, je suis resté un peu sur le cul, parce que je pense que je suis un peu influencé par les derniers Daredevil que j'ai pas vraiment appréciés, en fait. Euh, Ce qui est pas top. Et que là, j'avais un truc plutôt sympa. Euh, L'intégration dans l'univers Marvel et comment on développe les personnages secondaires, dont Captain America, qui est très bien intégré, je trouve, dans l'histoire et de façon très intéressante. Ça marche bien. Le côté Matt Murdock, avec son côté très religieux, est bien mis en scène. Et puis surtout, cette recherche de ses influences, avec chercher dans du travail de Miller, chercher dans du travail de grands auteurs qui ont vraiment forgé ce personnage d'un point de vue graphique, et qui le fait avec toute beauté, avec un trait un petit peu, un petit peu gras, un petit peu éclaté, un petit peu brut, qui marche super bien sur cette histoire. Euh, voilà. Je pourrais pas dire si c'est une histoire qui va me rester dans le cœur de tous les meilleurs Daredevil que j'ai pu lire, mais là, dans cette pauvreté de tout ce que j'ai pu lire sur Daredevil, c'est une sorte de lueur d'espoir. Et moi, franchement, j'ai passé un excellent moment. Je me suis régalé. Il y avait plein de clins d'œil qui marchaient bien, comme je les aime. Et donc, voilà. Si vous aimez Daredevil, c'est un one-shot. C'est sympa, vous passez un bon moment. Steve McNiven fait un très bon travail graphique. Scénaristiquement, ça tient la route. Je ne mettrai pas un coup de cœur, c'est pas exceptionnel, mais ça reste une BD plutôt sympa et plutôt agréable. J'ai passé un bon moment. Guillaume. Eh ben, tout pareil que Miguel, Mhm. je Tu ne suis pas maîtrise. trop les séries pour le coup en plus. Non, je suis pas trop les séries et Daredevil, clairement, je maîtrise vachement moins le sujet que toi. L'édition que j'ai lue, moi, il y a un petit laïus au début pour expliquer que ce Daredevil en fer glacé avait été fait justement un peu dans la mouvance du Dark Knight, de Old Man Logan, etc. Et que l'idée c'était de proposer à Daredevil une histoire à la façon de Old Man Logan, à la façon du vieux chevalier noir, enfin du vieux qui revient après, etc. Du coup, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose à cette idée-là. Enfin voilà, en gros, le Dark Knight Returns avait déjà tellement bien fait le boulot que c'est, voilà. Oui. Maintenant, enfin du coup, je trouve que ce petit laïus là, cette petite préface était un peu maladroite parce que t'en viens à comparer Enfer glacé à Dark Knight Returns, alors qu'en fait, il faut pas. Non. Ça n'a pas vraiment de sens. Premièrement, c'est même pas le même personnage, c'est même pas le même univers, et c'est certainement pas les mêmes auteurs. Donc, la comparaison est un peu foireuse, là où ce laïus va t'amener à la faire. Si, le seul comparatif que je peux faire, c'est que Frank Miller a apporté à Daredevil ce qu'il a apporté à Batman, c'est-à-dire des histoires qui ont forgé le personnage. C'est le Ben seul point justement, commun qu'il y a entre guillemets. est-ce que cette histoire-là a vraiment forgé les Non. personnages? Le travail de Frank Miller sur Daredevil, oui. Maintenant, cette histoire-là, non. Il apporte rien de. Ouais. Donc, enfin voilà, du coup, un bon moment, une BD sympa à lire, un peu facile par moment au niveau scénaristique. Mais en fait, ça marche bien, ouais. Après, est-ce que ça restera? Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Je pense pas. Moi, je connais pas bien l'univers de Daredevil, mais donc j'ai vu le Tireur, j'ai vu Punisher, j'ai aimé la relation qu'il a induit entre le Caïd et Daredevil, Ouais. même si le Caïd n'apparaît pas. Mhm. Et enfin voilà, je trouve qu'il y a un scénario sympa, une histoire qui fonctionne bien et qu'on passe un bon moment.
Mais enfin, ouais, Oui, voilà, c'est pas, un ça bon casse pas des briques, mais c'est divertissement. un bon divertissement. Jérémy, je sais pas si toi, tu es très à l'aise avec les comics et Daredevil en particulier. Alors, j'ai pas lu cette BD-là. Moi, j'ai lu Daredevil de Frank Miller, que j'ai adoré. Donc, Ah, tu l'as pas lu celle-là? non, Ah, pardon. elle était pas dans ma mission, D'accord. mais je la lirai avec plaisir. D'accord. Thio, pour le coup. Toi, Alors, à qui j'impose tous mes Daredevil? c'est moins pire que ce que j'ai lu récemment. Ça restera dans les annales, je pense pas. Ouais, c'était un bon Daredevil, voilà. Hmm. Le bien est pas top. Voilà. Bien mais pas top est assez représentatif. C'est vraiment représentatif. représentatif. Mais passes un bon à moment. l'heure actuelle, c'est tout ce que j'attends de Daredevil. Au moins du bien, mais pas top. Parce qu'en ce moment, c'est pas vraiment ça. Ça coûte 16 € chez Panini Comics ou 24 € si vous voulez la superbe couverture de Mathieu Bablet. De Mathieu Babelé. Oui. Oui. La couverture, elle est de Elle est Il bien. y en a une, ouais, celle-là, ouais. Tu devrais venir la voir, Ouais, elle est bien. Non, mais moi voilà. je veux juste la couverture. Voilà, c'est Je sais pas vendre le Ah, bouquin. 8 € de plus. J'avais pas vu, d'accord. 8 € de plus pour une belle couverture. Ah ouais, carrément. D'accord. oui, Mathieu oui. Bablé qui fait la couverture, Eh génial. ben, Ah, pour le coup, sans parler de la couverture de Mathieu Bablé, l'édition Ah ouais. l'édition est sympa, même l'édition standard là en dos toilé, elle est chouette. Ok. Voilà, donc moi j'ai pas été jusque-là parce que j'aime Daredevil, mais pas au point de tuer mon PEL. Ça va, 8 balles, hein, vu ce que je dépense à la BDRI. Hein. Oui, mais 8 balles, c'est une demi-BD bien. Euh, C'est un beau manga. un bon manga, tu vois. N'en déplaise à Tizak. Daredevil en fer glacé, donc 488 grammes. Ouais, Si tu le dis. Ouais, c'est toi qui l'as écrit, hein. Moi je fais que répéter. Regarde la couverture. Allez, on reste, Le bouquin. on reste sur les personnages classiques. Oui, fait inverse. La longue marche de Lucky Luke, le 3e opus de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, qui est sorti Ah ouais. chez... Oh, j'ai pas écrit le nom de l'éditeur, mais C'est Dupuis, C'est non Dupuis ou c'est Ouais. Lucky Comics? Non, ça doit être Lucky Comics, non? Et j'ai même pas noté le prix. Tu vois, j'ai complètement foiré mon travail C'est un de scandale. veille. J'ai merdé. Bon, c'est la longue marche de Lucky Luke. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'était long. Chez Lucky Comics. Mon Oh, cher non, Guillaume, c'est toi qui dois en parler. Eh ben écoute, c'est un Lucky Luke fait par Mathieu Bonhomme. Et, Et donc j'ai- c'est ça, bien. c'est Voilà, c'est fini. j'ai plus ou moins tout dit avec ça. Dans le sens où voilà, on va rester sur quelque chose de relativement confortable quand on a lu les autres qu'a fait Mathieu Bonhomme. Le principe, c'est que ben voilà, Lucky Luke est appelé à la rescousse pour escorter un gamin en fait. Il se trouve qu'il y a un espèce d'énorme mania de, je sais plus trop quoi, du pétrole, je crois, un truc comme ça. Enfin, qui est en train de, qui est mort. Et son seul héritier connu a disparu. Et ça arrange bien le neveu qui veut bien être l'héritier suivant. Sauf que ben l'héritier va ressortir et qu'on va demander à Lucky Luke de l'escorter pour le protéger. Histoire que le petit puisse en fait profiter de l'héritage de son père et peut-être en faire autre chose parce que en fait la maman s'était barrée avec lui. Ça se passait pas très bien avec le paternel et elle a été recueillie par des Indiens et finalement elle s'est même mariée à l'un d'eux et donc le gamin a été élevé par une tribu d'Indiens. Donc il y aurait peut-être moyen de changer les choses au final. Et donc la longue marche, ben c'est ça, c'est on essaye de quitter de quitter la zone dans laquelle on est poursuivi pour rejoindre l'état dans lequel on va pouvoir gérer la paperasse et hériter de la fortune et en faire autre chose. Et, voilà, on a tout dit, on a à peu près raconté l'histoire, sans trop en dévoiler non plus. Heureusement, il se passe plein d'autres choses que ce que j'ai dit. Voilà, c'est du Lucky Luke façon Mathieu Bonhomme. Moi, je suis assez client, j'ai trouvé bien. C'est une bonne BD, c'est bien réalisé. Mais comme j'arrête pas de dire, en fait, moi, je me suis toujours pas remis de l'homme qui tua Lucky Luke. Et pour moi, j'ai adoré ce premier Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Et depuis, il a fait Wanted, qui était bien, mais moins bien. Et La longue marche de Lucky Luke, qui était bien, mais moins bien. Mais il y a quand même les Dalton dedans, c'est nouveau ça, tu vois. Il avait pas fait les Mais Dalton encore. peut-être, mais l'homme qui tua Lucky Luke était tellement bien que c'est pas qu'il est pas bon, c'est juste que j'arrive pas à retrouver le waouh quoi. Donc voilà, une bonne BD, un bon divertissement. Prenez le temps de la lire, elle vaut le coup, elle est vraiment chouette.
Et j'espère pour vous que vous n'aurez pas le même problème que moi et que vous retrouverez un waouh. Voilà. Ti. J'ai moins le problème du pad wow, mais c'est une bonne BD, bien prenante. Ça colle parfaitement à ce qui a été proposé jusqu'à présent. Les codes de gestion de couleurs, de aplat, de machin, encore une fois, très bien respectés. Le personnage La de Lucky signature de Luke, Lucky Luke, ouais, les couleurs. voilà, le personnage de Lucky Luke, lui aussi est bien respecté. J'ai presque envie de dire contrairement à ce qu'ils ont fait dans la série télé. Que j'ai pas vu, je peux pas dire. Bah, c'est parce que Mais c'est pas la question. Allez. c'est pas la question, mais quand même. Et donc voilà, ça rafraîchit un petit peu le truc, ça permet de faire réapparaître les Dalton qu'on n'avait pas revus. Mhm. Voilà, c'est très sympathique. On atterrit un petit peu au Canada, tout ça, j'aime bien. Oui. Et voilà, très bien. Une petite course-poursuite, c'est pas sur un rythme effréné non plus, mais il y a les bons ingrédients pour arriver à nous capturer, à nous tenir jusqu'au bout. Voilà, un bon Lucky Luke. Jérémy, est-ce que toi, t'avais déjà lu des Lucky Luke de Mathieu Bonhomme? Oui, mais Ouais. j'avais lu L'homme qui tua Lucky Lucky Luke, j'avais lu Wonka. Clin d'œil à l'homme qui tue Liberty Valance de Le- John Ford. Moi, j'aime bien la reprise de la franchise par Mathieu Bonhomme. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Est-ce que c'est vraiment... C'est une série dérivée, parce C'est une qu'après, il y a la série série dérivée. principale qui est à côté encore. Ouais, il y a encore une série, d'accord. Je savais pas. Moi, je trouve que c'est une super BD. J'ai bien aimé le clin d'œil à ce fameux mania qui s'appelle pas Trump, mais Trump ou Cramp. Ouais, Enfin, ça. il est- Cramp, c'est je crois. ouais, on est vraiment dans le clin d'œil. J'ai bien aimé aussi, parce que c'est le cas je crois que c'est dans L'homme qui tue à Lucky Luke, où il y a tout un clin d'œil autour du fait qu'il arrête de fumer. Oui. Et là aussi, il y a un clin d'œil sur, à un moment donné, on lui propose une cigarette où le gamin veut fumer, il dit il faut surtout pas fumer. Moi, j'aime bien tout ça. C'est une BD qui se lit hyper bien. Pour les gens qui ont aimé Lucky Luke, clairement, il faut l'avoir lu. Enfin, c'est un truc qui passe vraiment très bien. On retrouve les Dalton avec Avril qui est toujours aussi stupide. Enfin, franchement, Donc, moi, il n'était pas facile à passer dans le style de Bonhomme, justement. et moi, Il a galéré à moi, le faire j'aime passer. bien. Je trouve que le truc est bien trouvé. Et il en profite en plus pour venir donner une espèce de profondeur à Lucky Luke qu'il n'avait pas. Une espèce de sentiment qu'on lui prête, mais qu'il n'avait jamais vraiment exprimé dans la relation avec le gamin. Non, moi, franchement, c'est exactement le genre de bande dessinée, moi, qui peut me plaire, qui est facile à lire, qui se lit assez vite, qui se lit bien, qui est bien dessinée. Donc, non, c'est une super bonne découverte. Moi, j'avoue que c'est ce côté de la relation avec le gamin qui était un peu le sujet principal. Hein, c'est Bien sûr. de montrer Lucky Luke comme un peu figure paternelle, entre guillemets. En fait, quand tu dis Lucky Luke, ça reste un personnage très mystérieux. En fin de compte, dans toutes les histoires de Lucky Luke, il est là, il y a une aventure, il y a un problème, il règle le problème et il se casse. On ne sait pas grand-chose de ce personnage, en fin de compte. Il n'a pas vraiment d'histoire. Euh, et je trouve que l'idée de trouver un moyen de lui créer un petit peu d'humanité, de ne pas être juste le gars qui passe, ça marche plutôt pas mal dans ce tome-là. Moi, Théo je crois que vous avez bien résumé le truc. C'est une bonne histoire de Lucky Luke. Effectivement, je trouve moins bien que toujours L'homme qui tue à Lucky Luke, mais ça La se lit barre a très été bien. placée très haute. Ouais, mais ça se lit très très bien et c'est vraiment agréable. Bon moment. Ok, bien c'est la longue marche de Lucky Luke de Mathieu Bonhomme chez Lucky Comics pour 16,50 €. Merci Ronald Flack pour toutes ces données techniques. Mais pour le poids, il n'y a qu'une seule personne qui compte, c'est Isaac. Et nous sommes à 750 grammes pour seulement 16,50 €. C'est le meilleur rapport poids-prix de cette sélection. Et voilà, mais qu'est-ce qu'on a? Pour combien en a-t-on de bande dessinée Eh bien, quand je disais que l'émission précédente était exceptionnelle, puisque l'émission précédente, nous dépassions allègrement les 5 kilos, nous sommes à 2,764 Ouh, kg, c'est alors que léger, nous ça. avions 2 Kernok le pirate. Ouais, c'était fort léger. Eh, mais on est en summer body. Hein. Voilà, un 45 € au kilo. Si seulement. Franchement, Si seulement. 45 € au kilo, c'est pas fantastique, mais c'est comme ça. Eh bien, nous pouvons continuer avec Un œil sur. une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, qui est publié aux Forges de Vulcain, un roman dont on va nous parler, Thio. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas d'image. Alors déjà, c'est un livre sans image, exactement. Merde. Et ouais, non, je me suis remis à lire des trucs sans image. C'est énorme. Mais il y a des mots aussi. Ouais, plein de Ah, mots quand et même, tout. il y a des Ouais, mots. des mots compliqués. C'est pas des pages vides. Mais la couve, elle a la classe, je trouve. Mais bon. Elle est très jolie, ouais.
Alors, de quoi ça nous parle? Ben, en fait, c'est un... Alors déjà, c'est un livre qui a eu un petit prix. Il a eu le prix Planète SF des blogueurs. Et là, c'est un titre qui vient d'arriver dans le chat, Oubliez- qui nous a mis un blanc et je l'aime bien. Je Voilà. le valide. Non, tu valides? Non, Ouais. vous validez le titre? Je valide 45 € au kilo pour le Summer Body. Allez, c'est validé. Vas-y, poursuis. 45 kilos. D'accord, ça va. Donc du coup, dans La valse est grotesque, il va falloir oublier donc pour de la fantaisie les dragons, le truc classique quoi. On va être embarqué en fait à l'été 1816 au cœur du Saint-Empire germanique, dans la cité de Châtenogo, une ville assez étrange parce qu'en fait elle est invisible sur les cartes. Et l'art et la science voilà se s'entremêlent dans la ville et c'est une ville universitaire voilà. Et on a des rues qui sont jalonnées de grotesques. C'est des statues en pierre qui vont être à tous les coins de rue et qui représentent des créatures du folklore local. On va y suivre donc Johan, un étudiant en obstétrique qui a un talent un peu particulier parce qu'il est en fait ciroplaste, c'est-à-dire qu'il modèle la cire pour en faire des organes humains, pour faire des modèles pour les universités justement de médecine. Sauf que donc du coup la routine de Johan va être un petit peu bouleversée, on va dire, quand il va être convoqué par l'épouse du souverain qui va lui demander d'examiner son nouveau-né. Et en fait, celui-ci est un peu particulier parce qu'en fait, il a des petites cornes, il a des petits sabots, il a une petite queue de bouc. Et en fait, c'est un faune. Dès lors, en fait, la valse va être lancée. On va se retrouver donc Johan qui va être accompagné par une sorte de mercenaire, Sophia, et Renata, qui est l'héritière d'un astrologue célèbre, qui vont devoir justement traverser donc la ville pour essayer de déjouer des complots politiques, alors même que les armées de Napoléon sont à la porte de Châtenogo. Je trouve, moi, ce qui m'a vraiment fait rentrer dans le roman, c'est vraiment la façon d'écrire de Guillaume Chamanadjian. C'est un texte qui est assez captivant. On a un questionnement vraiment sur ce qui est réel, ce qui l'est pas, comment l'art va pouvoir donner vie à quelque chose. Est-ce que le monde qu'on connaît, est-ce que c'est justement est-ce que c'est écrit justement par les histoires qu'on raconte, ou est-ce que c'est juste écrit parce qu'on est dedans? Voilà, c'est un mystère un peu historique et assez baroque, mais c'est vraiment assez passionnant. Moi, je me suis bien régalé avec cette valse des grotesques, qui est un bon petit moment littéraire. Ça se lit assez vite, il doit y avoir 400 pages de mémoire, mais voilà, c'est vraiment très très agréable. T'as même pas le poids, je suis sûr. Non. Non, franchement, tu me déçois. Hein, t'es d'accord? Je suis désolé, mais après, je ne peux pas non plus Ouais. chercher tous les poids de tous les sujets, de tous les livres du monde. D'accord, ok. Ça sera le titre d'un prochain bouquin de Hugo Bienvenu. Mais en tout cas, ça a l'air bien intéressant. Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian aux Forges de Vulcain. Merci Thio Oui. pour cette recommandation sans images, mais nous aussi nous validons les trucs sans images. Il était en avant à notre bibliothèque. Merci de nous avoir écoutés. On a passé un très bon moment. Mais c'était la dernière. C'était la dernière, mais on vous promet quelques petites choses qui vont arriver peut-être, car j'ai essayé de faire travailler mes enfants pendant les vacances, parce que avec les devoirs, tout ça, j'arrive pas à leur faire enregistrer Canaille BD. Donc je vais peut-être passer 2-3 trucs. J'en ai déjà un qui est prévu de Canaille BD. Il est peut-être déjà... Non, il est peut-être déjà en ligne à ce moment-là, je ne sais pas. Voilà. Mais il n'y a pas Bon. des interviews? Ouais, les interviews du festival Spirou qui seront peut-être probablement déjà en ligne au moment où on diffusera cette émission, c'est quasiment sûr. Non. Si, qui ont été publiés sur Canaille BD. Alors, n'oubliez pas que pour suivre nos émissions, vous avez plusieurs solutions. Soit vous suivez le flux du One A Club pour n'écouter que les émissions du One A Club, mais vous pouvez aussi suivre le flux de la Splash Page pour écouter peu d'émissions. Mais pour en écouter des fois, hein, ça arrive, ça peut être une surprise. Voilà. Mais aussi écouter Canaille BD, une émission faite avec nos enfants quand ils n'ont pas trop de devoirs. Et en ce moment, c'est un peu la galère. Oh putain, en plus, on arrive à la 3e. Alors, revêt, ça va être 448 pages, 400... 444 grammes, Allez, Pas mal. 1 gramme de page. 1 gramme la page. Ah oui, C'est- non, c'est c'est... bon. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais pas loin. hein. Ouais. Pas loin. Et donc, voilà, c'est l'autre façon de faire. Ou sinon, vous suivez le flux de La Voix des Bulles qui vous permet d'écouter toutes nos émissions. On n'en a raté aucune. Ça, c'est le meilleur. ça. Voilà, c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Sachant que donc, là, dans le flux, probablement, si j'ai eu le temps de faire le montage d'ici au moment où on diffusera ça, il y aura une fantastique émission qu'on a fait au Festival Spirou qui a lieu au Parc Spirou tous les ans. Et nous avons pu rencontrer Monteux. voilà,
plein d'auteurs vachement sympas tout en luttant contre la canicule en faisant vrai. des manèges, ce qui est toujours un plaisir. Oui, lutter contre la canicule en faisant des manèges, je trouve ça bien. Ouais. Ouais. Voilà. Et puis il y en a un autour de Lucky Luke où tu es sur une de bûche et tu vas dans l'eau. et c'est cool. Ouais, on peut, ouais. Mais ça tourne, c'est relativement un ventilateur, non? Randall nous précise que ça pèse un peu moins car la couverture pèse plus lourd que les pages. C'est pas faux. C'est pas faux. Voilà. À un moment donné, il faut faire preuve de précision. Je pense que ça a une importance. Eh bien, je remercie Jérémy de nous avoir accompagnés sur cette émission. J'espère que Merci de m'avoir accueilli. ça te donne envie de revenir à l'occasion. C'était Avec un grand plaisir plaisir. pour nous. Tu nous as encore fait découvrir des choses. Alors ouais, t'as raté, t'as pas eu des coups de cœur à tous les coups, mais il y avait des choses pas mal quand même. J'ai noté, moi, que j'avais eu un coup de cœur sur, Ouais. Même s'il n'est pas évident, sur le Hugo Bienvenu. préférence tiens système. à ça. Tiens. Ouais, j'ai l'impression que je l'ai. Moi, je veux Tiens, partir. Je pars avec l'idée que je Ouais, l'ai. exactement. Et notez ça, moi je te le donnais, hein, clairement, pour Hugo Bienvenu, Ah, il y si, était. on avait mis, il y en a Ouais. quand même 4. Il y a Ouais. un truc au milieu là. Ouais, c'est qui qui a foutu la merde Ouais, J'ai Ah, bien en c'est tête qu'il Thierry ne qui l'a a pas foutu mis. la merde, ouais, tu s'en souviendras. Là, tu vois, regarde bien sa tête, note là. Ouais. Mais bon, moi j'ai dit des Euh, trucs intéressants. Je cherche, attends, ouais, peut-être. Ça aussi, ça se discute. Hein, Ouais. Donc pas d'émission pendant l'été normal, sans doute des émissions spéciales, on verra, on improvisera. Peut-être qu'avec Lecture, on sortira nos vieilles séries de vieilles piles de BD. Non, pour c'est enregistrer pas un des truc. vieilles séries, c'est juste qu'on va vider les piles. Ouais, vider les piles avec Thio, comme on le fait de temps en temps. Et puis de toute façon, en théorie, on se retrouve en septembre. On n'est pas encore sûr de date d'enregistrement. On valide Ça va arriver, Mais ça permet ça de doit se maintenir faire, un petit peu de suspense. Voilà, en théorie, on arriverait à s'en sortir pour un mois sans émission, pas plus, parce que on est balèze. Mais on verra, parce que Mais on va s'en le sortir. destin On est va en compliqué. refaire. Je te rappelle qu'on se voit au mois de juillet. Il n'y a Ouais, rien je n'interdit sais, qu'on y a des- enregistre un peu voilà. un truc comme ça. Sur ce, merci encore de nous écouter. N'oubliez pas que nous sommes présents sur plein de réseaux sociaux, nous sommes présents sur Tipeee si vous voulez nous soutenir, donner des sous, et que parler de nous, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour faire connaître notre podcast qui mérite d'être connu. Je vous le dis, on mérite d'être connu. C'est vrai. Merci à tous, ciao ciao, à bientôt et un très bel été à vous en espérant que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Salut. à bientôt.